Alors, direct, ok, on dirait bien. J'essaie de cadrer. Alors, c'est compliqué parfois de faire un live comme là parce que j'ai voulu le faire dehors et j'ai procrastiné et finalement il y avait du vent. Et puis après il y avait le SAMU ou la police, je sais pas, bref, ça faisait beaucoup de bruit. Donc du coup, je suis revenue faire mon live à l'intérieur. Et oui, des fois, il faut changer les plans. Et du coup, j'ai une réverbération dans l'écran et ça me fait mal aux yeux. Ah voilà, il faudrait que je me mette là. Mais bon, après, du coup, c'est mal cadré. Bref, on s'en fiche. Enfin, si j'ai mal aux yeux quand même, c'est pas top. Alors après, il y a le bazar dans la cuisine. Bref, on va y arriver quand même. Non, je voulais être dehors dans le jardin, profiter du soleil, enfin, après les jours et les jours de pluie. Donc, ce petit live aujourd'hui pour parler du suivi de la grossesse et particulièrement parce que sur le groupe privé dont je m'occupe, qui s'appelle Je veux accoucher naturellement en 2018-2019, donc j'ai mis une année pour mettre un timing sur le soutien qui peut être apporté dans ce groupe privé. Et ça me faisait penser que ce qui est arrivé à une maman arrive assez régulièrement et je trouve ça difficile. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que cette maman arrive en fin de grossesse, elle fait la dernière visite de suivi et pendant cette visite, le gynéco ne lui dit pas qu'il fait un décollement de membrane et du coup, comme il ne prévient pas la maman, elle subit l'acte et en sortant de la visite, se sent pas bien, se sent agressée parce que du coup, les contractions dans les heures après surviennent et elle n'a pas du tout envie, oui c'est ça, greu, hein, elle n'a pas envie que son accouchement soit déclenché. Et quand elle réagit finalement, eh bien le médecin lui répond oui, mais de toute façon le col est favorable. Donc oui, bah, c'est parce qu'il est favorable, donc c'est normal de mettre un doigt dans le col et d'aller jusque dans l'utérus décollé. Et il lui répond votre bébé sera mieux dans vos bras. Sous-entendu, en fin de grossesse, les mamans sont fatiguées, etc. Mais de quoi je me mêle, pourquoi je m'insère, et je m'insère assez loin finalement, parce que physiquement parlant, c'est assez poussé, même physiquement parlant, je veux dire, hein. Donc oui, oui Gwen, tu dis, oui, ouais, je lis pas ton autre commentaire, mais oui c'est ça, oui c'est ça, c'est des praticiens qui se prennent pour Dieu quelque part de décider quand ça va avoir lieu, comment agir pour que ça ait lieu, booster l'événement, alors que cette maman était tout à fait tranquille, n'avait pas du tout envie que ce soit accéléré, n'avait pas du tout envie d'accoucher dans les 24 heures ou dans les 48 heures, enfin du coup elle avait le temps, c'était juste sa dernière visite de suivi de grossesse. Donc, moi, je lis ça et je me dis, waouh, comment éviter ça en fait? Quelles clés on peut donner aux femmes pour éviter ça? Et c'est pas évident du tout parce que j'ai questionné juste rapidement cette personne et je lui ai demandé, enfin la maman, et je lui ai demandé est-ce que cette visite était obligatoire? Est-ce que le praticien que vous avez vu, c'était quelqu'un de connu ou quelqu'un d'inconnu? Parce que là, quand on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est un peu délicat d'arriver en disant bah, surtout pas de décollement de membrane ou, voilà, ou tout acte de toute façon. Et en fait, cette personne avait fait tout le suivi gynéco, tout le suivi de grossesse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, puisque cette maman se sentait bien au niveau relationnel avec cette personne? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Eh ben, il y a une prise de pouvoir. Et comment on peut se prémunir contre cette prise de pouvoir? Je pense que c'est assez difficile, assez délicat de le savoir à l'avance. Comment on pouvait savoir que ce gynéco allait faire à la fois un abus de pouvoir, mais aussi un abus de confiance dans la relation de soins? Sans demander le consentement, c'est assez fou quand même. C'est vraiment... ouais, c'est choquant. C'est carrément choquant. Et moi, je lis ça, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent.
La première, c'est pourquoi choisir un gynécologue ou un gynécologue obstétricien en première intention pour un suivi de grossesse. Et il faut savoir que, attends, du coup tu dis, c'est grave ce qu'il se permet de faire. Ouais, c'est très très grave. C'est très très grave parce qu'il n'y a pas il y a ni information ni recherche de consentement. Donc ce sont deux choses qui sont effectivement très graves. Mais dès lors que c'est fait, cette maman repart et elle subit. Et du coup, voilà, si l'accouchement se met en route, on ne peut pas revenir en arrière, c'est fait. Et c'est ça qui est grave, c'est vraiment grave. Alors, oui, comme tu dis, Gwen, tu dis la sage-femme, c'est l'équivalent du médecin quand tout va bien. C'est ça, et je voudrais revenir là-dessus, et c'est un peu l'objet de ce live. C'est la question que j'ai envie de poser. Et il y a peu de femmes qui se la posent en réalité, dès lors qu'elles sont enceintes. Quelle personne, quel praticien de santé va être compétent pour déclarer et suivre la grossesse? En première intention, la plupart des femmes se dirigent vers un gynécologue ou gynécologue obstétricien. Et c'est un peu là qu'il faudrait peut-être être en conscience en amont. C'est peut-être de choisir le praticien qui est qualifié, comme tu dis, oui, quand tout va bien, qui va être, comment je dirais, qui va être dans l'accompagnement de la physiologie, c'est-à-dire que tant que tout va bien, que la grossesse se déroule bien, on va possiblement éviter cette prise de pouvoir parce que la sage-femme est dans un suivi, comment dire, tant qu'on est dans la physiologie, il y a un accompagnement. On ne va pas rechercher où est-ce que ça ne va pas, il y a forcément quelque chose qui ne va pas, se stresser, s'inquiéter, etc. On est dans le suivi de ce qui est normal. Dès lors que quelque chose se présente qui fonctionne moins bien ou pas bien, eh bien à ce moment-là, oui, on peut se référer à un obstétricien ou à un gynécologue qui va prendre le pas et qui va accompagner la pathologie qui survient. Mais si on se dirige en première intention chez un obstétricien, on va être dans la recherche de pathologie, voir qu'est-ce qui ne va pas, parce que c'est son job. Voilà. Et effectivement, on va me dire, oui, mais là, tu présentes un cas d'une femme qui s'est fait agresser à cette dernière consultation. Mais c'est pas qu'un cas comme ça isolé, c'est qu'il y en a plein. Moi, c'était sur le groupe privé, là, il y a quelques jours. Mais je suis un petit peu partie des forums et tout ça parce que chaque fois qu'on ouvre les groupes privés ou les groupes de discussion ou les forums, etc., il y a toujours, tous les jours, des femmes qui racontent ce vécu-là. Et c'est super dur, super choquant. Et j'ai envie de dire, si tout va bien, essayez de vous diriger en première intention vers une sage-femme. Alors, oui, toutes les sages-femmes vont pas être parfaites et tous les gynécos vont pas être de méchants garçons qui vont prendre le pouvoir, chercher à jouer les dieux, à déclencher l'accouchement d'une femme dont le col est favorable. C'est ok, bien évidemment. Mais j'ai envie de dire, responsabilisez-vous sur qui est votre partenaire de soins. Parce que c'est vraiment de rechercher un partenaire de soins. Moi, souvent, je raconte qu'avec ma dentiste, que je n'ai pas choisie au hasard, ça fait 20 ans que je la vois. Alors oui, même 23. Et du coup, c'est moi qui lui tiens les ustensiles parfois quand elle est toute seule et que son assistante n'est pas là. Et elle me fait... elle me parle parfois sur un ton pour me détendre, ou elle prend son temps parce qu'elle sait que si elle va trop vite, ça va me stresser et les soins vont pas pouvoir être faits de manière optimale. Alors vous allez me dire, oui, le temps d'une grossesse, c'est pas le temps qui va permettre de faire une relation de soins comme tu vis avec ta dentiste. Ok, mais n'empêche que, vous pouvez choisir, chercher un partenaire de soins qui soit au mieux possible et ne pas continuer une relation de soins qui ne vous convient pas. Parce que vous pouvez changer de praticien à tout moment, parce que vous pouvez, comment dire ça, sans être dans des mots qui peuvent être perçus comme agressifs. Si on est responsable de cette relation de soins, on va être pleinement en conscience et participant. Et la personne qui nous suit tout du long va aussi être... dans cette bienveillance mutuelle et
de nous connaître tout le long des 9 mois de grossesse va possiblement ne pas être dans cet acte intrusif de faire ce décollement de membrane qui va déclencher l'accouchement. Voilà. Alors peut-être il y a des sages-femmes qui le font, peut-être il y a des sages-femmes qui vont être intrusives. Aussi, je ne dis pas qu'il y a une profession plus parfaite qu'une autre, c'est pas ça la question, mais la question c'est de choisir la personne en qui vous allez avoir confiance. Pas juste vous laisser porter parce que la première visite s'est bien passée, la deuxième aussi, parce qu'on a à peu près répondu à vos questions. Essayez vraiment d'être dans plus de conscience que ça et de faire que ce soit un partenariat plus que positif, mais que ce soit comme un terreau fertile en fait, où mutuellement vous allez vous apporter dans une relation de soins qui soit constructive. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous avez envie de ça, que ce soit encore plus que ce que la base peut être. Voilà. Mais je vous assure que ça peut vraiment changer la donne parce que la personne qui va vous connaître, qui va être dans une relation en conscience, une relation de soins, va pas chercher à prendre le pouvoir sur vous, normalement. Je dis bien normalement. C'est un peu le conseil que j'ai envie de donner par rapport à ce fait-là qui est récurrent, malheureusement, de décoller les membranes en fin de grossesse. C'est vraiment, c'est plus que pénible, j'ai pas les mots, quoi. Ça peut même mettre en colère, carrément. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre pour être dans la soutenance et que ça et éviter ce qui peut advenir à cette dernière consultation, parce qu'il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que le décollement de membrane, il y a le stress qu'on va mettre sur la maman, le dépassement de terme, proposer un déclenchement, etc., etc. Donc la pression peut être super importante. Quel praticien peut vous éviter d'arriver en fin de grossesse et d'avoir cette pression maximum ? Je pense que ça se prépare vraiment en amont, vraiment loin, loin, loin en amont. À la fois pour soi-même d'être en conscience et de ne pas être dans la peur, déjà. Parce que plus on est dans la peur, plus on va chercher à avoir un praticien qui va chercher où est le souci, accompagner plus la pathologie que la physiologie. Et du coup, ça va attiser ses peurs. Si déjà on pose ses peurs au départ, si on trouve un praticien avec lequel un praticien sérieux le sera, oui. Mais oui. Mais je veux dire, si on sort d'une consultation en se disant « Ouf, ça y est, c'est fini, voilà, je suis soulagée ». C'est autre chose que de sortir d'une relation. Ok. Que de sortir d'une consultation où on se dit « Waouh, c'était génial, ça m'a vraiment apporté, je me suis sentie soutenue dans mon projet de naissance, je vais pouvoir bosser le point suivant, etc. » C'est vraiment sur un autre niveau. C'est ça que j'ai envie de dire. Belladonna, tu dis déclenchement suite à mon dernier rendez-vous du 9e mois. Je suis passée à travers tout ça. Ouais, si j'avais su. Mais c'est ça, ouais, le souci. Et c'est ça qui me motive de faire des lives, d'informer, de faire des ateliers. C'est d'éviter si j'avais su. Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont dans un suivi de grossesse qui ne sont pas super à l'aise, ouais, en 2010. Et ouais, mais c'est encore aujourd'hui le truc. C'est ça le problème. C'est que moi, ce que j'ai vu il y a 20 ans, 23 ans, 24 ans, c'est encore aujourd'hui ce qui existe. Donc c'est super long à changer, vraiment évoluer, faire évoluer tout ça. C'est super long. Qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, j'ai perdu mon idée. Oui, il n'y a pas que ça, que le décollement de membrane. C'est toute la pression qu'on met sur les femmes en fin de grossesse. Et ouais, donc tout ça, ça peut être... On peut poser les choses en amont pour s'éviter tout ça. Voilà. Et ouais, c'est possible. Oui, voilà, je retrouve mon idée, je retombe sur mes pattes, comme le chat. C'est que plein de femmes arrivent aussi en milieu de grossesse et sont dans un suivi de grossesse qui ne leur convient pas super bien. Il y a même des fois certaines qui me contactent à la veille de leur accouchement. Ouais, je ne suis pas très bien dans cette relation-là. Comment faire ? Comment prendre position ? C'est un petit peu tard, en fait.
c'est que, changer de praticien, c'est possible. Vous pouvez le faire en cours de grossesse ou même en tout début. Et c'est pas parce que vous avez vu un praticien ou une sage-femme ou un gynéco ou autre en début de grossesse ou que vous en avez fait 5 au niveau des visites que vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout avec cette personne. Vous pouvez changer en route aussi. Alors, c'est pas forcément confortable, mais ça peut vous apporter davantage de confort que de rester dans une relation qui vous stresse. Parce qu'au départ, il y a des praticiens qui vont être OK avec vous. Oui, tout est bien, tout est rose, c'est parfait. Et quand vous commencez à avoir des demandes sur votre projet de naissance bien ciblées, bien particulières, là, on vous dit « Ah oui, non, là, non, pas sur ce point-là, pas chez nous. » Ou le choix de la position, oui, mais au moment de l'expulsion, il va falloir être sur le dos. Plein de petits détails comme ça qui vont venir polluer l'ambiance, qui vont vous stresser inutilement, qui ne vont pas nourrir une relation de soins positive, eh bien, c'est pas la peine de rester dedans. Voilà. Donc, c'est possible de changer. Alors, vous allez me dire, oui, mais trouver une autre personne, des fois, c'est 15 jours, un mois d'attente, voire plus pour un rendez-vous. Oui, mais du coup, là, j'ai envie de parler des sages-femmes. Il y en a plein qui sont disponibles, qui travaillent en libéral. Il y en a qui travaillent aussi dans le milieu hospitalier, et c'est la plupart d'ailleurs. À peu près 68% et une vingtaine de pourcents en libéral. Donc, il y a quand même accès à avoir des sages-femmes en visite pour le suivi de grossesse. Et en plus, c'est ce que je voulais aussi étoffer dans ce live, c'est qu'une sage-femme, ça peut être un partenaire de soins pour plus que la grossesse et l'accouchement. Alors, il y a un article que je vais poster tout à l'heure qui s'appelle les 6 points pour lesquels, je sais plus quoi, enfin les 6 points pour lesquels on peut consulter une sage-femme. Elle peut faire le suivi gynéco d'une femme en bonne santé, donc le suivi de grossesse et l'accouchement, deuxième point. Le troisième, elle peut prendre en charge la mère et le bébé à la sortie de maternité. En 4, elle s'occupe aussi de contraception, de vaccination et d'IVG médicamenteuse. Donc c'est tout un ensemble de choses sur lesquelles la sage-femme peut vous accompagner tout au long de votre vie. Ce n'est pas uniquement pour la grossesse et l'accouchement. Donc avoir un tel partenaire de soins dans sa vie, eh bien ça peut vraiment changer les choses. Surtout si vous trouvez la personne qui vous convient. Voilà. Donc je sais que en première intention, le gynéco est la personne qu'on pense de référence. Mais j'ai envie de dire... alors j'ai mis un titre accrocheur en disant gynéco versus sage-femme. Bon, c'est vraiment pour faire le titre accrocheur... mais c'est pas pour mettre l'un contre l'autre ou un mieux qu'un autre. Mais selon là où vous vous situez dans votre parcours, la sage-femme peut très bien être la personne qui soit qualifiée pour être la personne référente. Après, je pourrais étoffer encore en disant que vous pouvez avoir un double suivi à un moment donné, que vous pouvez lâcher le double suivi quand vous vous sentez prêt, que la sage-femme, vous pouvez la revoir après l'accouchement pour la contraception, etc. Donc, comme je le disais là. Mais c'est vraiment important de trouver la personne qui va vous faire kiffer. Pas juste trouver la personne parce qu'elle habite... Alors, je reviens au dentiste, mais... oui, chacun ses compétences, Gwen. Mais par exemple, en face de chez moi, il y a un dentiste. Hein, je pourrais traverser juste la rue pour voir un dentiste. Je préfère faire 40 minutes de voiture, aller à Bordeaux, enfin 30 minutes maintenant parce qu'elle a déménagé, mais bref, pour voir une personne avec qui je me sens vraiment très très bien. Et là, à un moment donné, j'ai déménagé dans le Lot-et-Garonne. Ça faisait plus d'1 heure de trajet. Eh bien, j'ai continué de garder mon praticien de santé. Voilà. Donc, que j'ai été à Bordeaux, dans la 2 rues à côté de chez elle, même quand j'ai déménagé après et quand je suis revenue près de Bordeaux, j'ai gardé la même personne parce que c'est une personne en qui j'ai vraiment confiance. Voilà, du coup, elle s'occupe de mon sourire. C'est top. Alors, tu dis, Gwen, pathologie gynéco. Oui. Et du coup, quand c'est plus évident dans sa tête, ça permet aussi de déstresser sur les points où on nous stresse, où on stresse la femme enceinte. Et c'est super lourd. Donc, amener de la légèreté, du bien-être et de la joie, ça, c'est vraiment les 3 points que je trouve essentiels. Parce qu'être enceinte, ça ne devrait pas être chiant, normalement. Se faire suivre, ça ne devrait pas être chiant.
On ne devrait pas avoir une pression en plus que la pression qu'on peut avoir sur des interrogations, sur des questionnements, etc. Tu rajoutes, on doit travailler ensemble pour le bien des femmes. Oui, oui, oui. Et les femmes ont à travailler pour leur bien-être aussi. Et c'est ça qui est important. C'est pas... parce que on se dit, oui, le gynéco a fait ça, ou a fait tel acte, etc. Oui, mais en même temps, on l'a choisi. Est-ce qu'on n'a pas bien clarifié les choses avant? Il y a une... comment dire? Il y a une recherche de responsabilité à faire aussi. Voilà. Donc c'est peut-être super dur à entendre. J'ai envie d'être assez claire là-dessus aussi. C'est de ne pas tout mettre sur les autres. C'est la faute des autres, c'est la faute du gynéco, etc. Oui, mais on l'a choisi. Donc c'est vachement important de qu'est-ce que c'est... Oups, j'ai presque plus de batterie. C'est vachement important de se questionner sur quelle relation de soins on veut. Quel est le cadre qu'on veut? Quelle est la personne compétente pour m'accompagner sur ce chemin-là? Si ce n'est pas celle-là, c'est une autre. Les médecins ne sont pas des clones. Les sages-femmes non plus. Donc, quand on me dit, oui, moi, la personne qui fait des accouchements à domicile à Bordeaux, je ne suis pas à l'aise avec elle, c'est OK. Et moi, je suis à l'aise avec elle et ça m'a très bien convenu. Mais si ça ne convient pas, il faut chercher une autre personne. Voilà. Et c'est super important. Et c'est pareil pour les dentistes. Mon dentiste ne convient pas à tout le monde. Le médecin que je vais voir ne va pas convenir à tout le monde. Donc, il faut chercher celui ou celle qui nous convient. Et c'est super, super, super important. Donc, on a le choix, même si le choix n'est pas toujours facile. Et créer, être participant d'une relation forte, bienveillante, créative, respectueuse, enfin, etc., etc. Voilà. Tu te dis, Katia, notre libre arbitre. Oui, oui. Et puis en plus, voilà, si on fait un essai parce qu'on s'est dit, oui, tiens, tel praticien est pas loin de chez moi, je vais essayer. C'est plus pratique, etc. Mais si ça ne convient pas, il ne faut pas rester dedans. Belladonna, tu dis, d'où l'importance du projet de naissance. C'est un travail en amont, réfléchi en toute conscience, en partenariat avec sa sage-femme, c'est top. Bah oui, c'est ça. Moi, quand je fais ce sujet-là aujourd'hui, je ne dis pas que ça fait partie du projet de naissance, mais en soi, c'est du projet de naissance. Voilà, ça fait partie de cet ensemble de projets de naissance et de se donner aussi beaucoup de bienveillance à travers ça. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des choses à ajouter en commentaire, des témoignages, me dire comment vous avez pu prendre conscience. Aussi, dans une relation de soins, comment... quand je dis prendre conscience, comment prendre conscience dans comment je positive cette relation de soins. Voilà, pas de la subir parce que les médecins savent plus, parce que les médecins, c'est la blouse blanche, etc. Et d'ailleurs, je vais rebondir avant de finir ce live, parce que du coup, j'ai presque plus de batterie, j'ai pas fait gaffe. Coucou Nisrine, pardon. Ah oui, du coup, il y a Céline aussi, donc je sais pas quel est ton prénom. C'est pas grave. Oui, donc du coup, je vais rebondir sur la fin de ce live pour le clôturer en vous disant que ça m'a pris comme ça de le poser à cette date-là, alors que c'est très très proche. C'est dans 15 jours. J'ai mis en place, j'ai posé la date de faire un atelier en présentiel. Donc le 30 juillet et le 30 juin, je vais y arriver. 30 juin et 1er juillet. Où je peux accueillir chez moi, donc à Libourne, à 30 minutes de Bordeaux, sachant qu'il y a la gare aussi juste à côté de chez moi, donc facile d'accès. J'accueille 4 à 6 personnes, soit des futures mamans, soit des personnes qui travaillent autour de la naissance, sur 4 demi-journées, pour faire ensemble, pas à pas, avec moi, l'atelier en ligne que j'ai proposé déjà il y a quelques temps. Donc de refaire la même chose, sur 4 demi-journées, vraiment pas à pas avec moi. Je sais que l'atelier en ligne, c'est pas forcément le meilleur soutien, parce qu'il y a plein de futures mamans qui ont envie de cette interaction avec moi en présentiel. Donc je le fais là en présentiel. On reprend tout l'atelier et sur 4 demi-journées, on voit 3 points essentiels plus des vidéos. Oups, je reprends mes notes. Donc le point numéro 1, c'est toutes les peurs par rapport à la blouse blanche, par rapport aux injonctions qu'on a eues enfant, aux images d'épinal qu'on peut avoir, etc. Donc travailler vraiment sur ces peurs parce que c'est fondamental, surtout la peur de la blouse blanche. Je vois des femmes qui arrivent à la veille d'accoucher,
qui sont flippées parce qu'elles me disent on me met la pression pour le déclenchement, je ne sais pas quoi faire. Et la veille de l'accouchement, sérieusement, ça ne va pas être le moment de vous donner les ressources. Ça ne va plus être le moment de travailler sur vos peurs, de vous mettre dans un ancrage fort et solide pour traverser ces moments de turbulence qui sont parfois un peu dérangeants quand même. Donc arriver à la date du terme, c'est trop tard. Il faut le bosser avant. Donc je vous propose de bosser sur les peurs. C'est un gros module qui fait donc la demi-journée. Le deuxième module, c'est de bosser toutes les pressions et se délester de tout ça pour mieux respirer, c'est-à-dire les pressions sociales, les pressions juridiques, les pressions, les pressions médicales, mais comprendre aussi quelles sont les pressions que subissent les professionnels de santé. Ça va vous donner vraiment une distance avec ça et ça va vous permettre de faire vos choix en conscience et de bosser votre projet de naissance. C'est vraiment fondamental. Le troisième point, c'est de reprendre le temps parce que, comme je disais, arriver en fin de grossesse, c'est trop tard. Votre temps, là, vous êtes dans un timing qui est complètement étriqué. Si vous n'avez pas bossé avant, de comprendre comment être aux rênes de votre événement d'accouchement. Voilà. Et comment laisser les pressions qui peuvent vous arriver dessus glisser comme l'eau sur les plumes d'un canard. Voilà. Donc 3 modules qui sont fondamentaux. Quand je dis bosser sur le temps, c'est comprendre qu'est-ce que c'est la date du terme, c'est comprendre comment rester aux commandes de votre accouchement si vous voulez accoucher sans péridurale, parce qu'il y a des protocoles médicaux qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est ça qu'on bosse en 3e module. Et en 4e, plein de ressources pour le couple, le papa et des ressources vidéo. Voilà. Et en plus, alors je cherche mon petit support. En plus, vous avez du matériel pédagogique imprimé. Donc des petits livrets. Il y en a 2. Il y a celui-là qui vous est donné. Plus un sur le plaisir de l'accouchement. Donc 2 petits livrets reliés. Et puis tout le matériel de travail imprimé en couleur pédagogique pour bosser ensemble pendant 2 jours. Donc j'accueille entre 4 à 6 personnes. Les 4 premiers inscrits, parce que ça peut être, je m'adresse au féminin, mais ça peut être aussi des personnes qui accompagnent autour de la naissance. Donc les 4 premières personnes qui s'inscrivent peuvent dormir sur place. J'ai des coins dodo, donc ça peut faciliter votre séjour. Voilà, donc pour les 4 premiers inscrits. Au niveau tarif, donc c'est 200 € le week-end entier avec moi, où je réponds plus à toutes vos questions et je vous accompagne dans votre projet. Et il y a 30 € de matériel pédagogique. Donc j'ai créé un petit événement autour de ça. Je vous mettrai le lien soit dans le descriptif, soit en commentaire, ou les deux d'ailleurs. Et vous avez mes coordonnées pour me joindre et préparer votre venue. Alors, du coup, je vais terminer ce live en regardant le dernier commentaire. Oups. Audrey, tu dis bonjour, je viens de décider de quitter ma gynéco pour passer avec un sage-femme pour mon suivi classique et futur suivi de grossesse, bébé 2 en projet pour fin d'année. Je suis ravie d'avoir trouvé une personne qui m'a donné envie de... Oui, c'est fondamental. Merci Audrey de ton témoignage. C'est super fort. Merci, vraiment merci. Et bravo d'avoir osé parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas facile d'oser changer de praticien. Parce qu'on sait ce qu'on peut perdre, mais on ne sait pas encore ce qu'on peut gagner à changer au niveau relationnel. Donc, des fois, c'est un peu stressant, un peu mouvant. Mais voilà, c'est en rencontrant les gens qu'on va se rendre compte si ça matche ou pas. Il faut bien tenter. En tout cas, bravo à toi. Merci de ton témoignage, Audrey. Oui, Katia, bisous. Donc, je vais terminer ce live. J'ai eu la lumière dans les yeux quasiment tout le temps. Mais voilà, c'est pas grave. Ça me fait rire. Parce que je voulais faire ce live dehors. Mais j'avais trop de lumière. Ça cadrait pas bien sur la vidéo. Il y avait des travaux à côté, il y avait des personnes qui passaient la tondeuse, il y avait le SAMU, enfin bref, du coup je me suis remis à l'intérieur, mais c'était compliqué quand même. Alors Audrey, tu dis tout à fait, je pense que là j'ai gagné le gros lot. Écoute, super, bravo. Quand on a trouvé des praticiens avec qui ça match comme ça, vraiment top, vraiment on a envie de les garder, c'est clair. Donc
Voilà. Après, sauf si on déménage ou si on habite vraiment, je sais pas, à 4-5 heures. Mais il y a une sage-femme une fois qui m'a dit qu'elle avait même des personnes qu'elle suivait qui étaient en vadrouille dans d'autres pays ou qui étaient en train de faire le tour du monde ou je ne sais quoi, ou qui vivaient à l'étranger et qui, 1 ou 2 fois par an, quand ils revenaient en France voir leur famille, prenaient rendez-vous pour checker leur santé, voir leur dentiste, etc. Donc finalement, on peut les garder à vie tant qu'ils sont pas à la retraite. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Choisissez des personnes vraiment qui vous font kiffer, pas juste par défaut. Et par rapport à l'atelier, peut-être à très bientôt dans cet atelier-là ou d'autres que je mettrai en place. À voir. En tout cas, ça m'a pris comme ça de faire la première date, enfin de reprendre les ateliers en présentiel dans 15 jours. Donc, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Bye tout le monde!